On a déjà bien expliqué, je pense, le but des masterclass, Marie-Hélène. Oui, c'est vraiment de résumer. En fait, l'idée m'est venue un jour où j'entendais une personne autour de moi spécialisée en physique et qui disait, en fait, la physique pourrait se résumer à quelques principes simples. Et tout d'un coup, une ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit, mais et si l'accompagnement pouvait se résumer à quelques grands principes qu'on retrouve en fait quasiment dans tous les accompagnements. Et donc, quand je pense à ça, la première chose qui me vient, c'est évidemment changer sa vision de la réalité, quel que soit finalement le courant avec lequel on va travailler. Moi, j'ai envie de faire ces masterclass et j'ai eu envie de faire ces masterclass parce que tout simplement, j'aime partager. J'aime synthétiser et simplifier. Et en général, c'est ce que me reconnaissent les personnes autour de moi, que ce soit les stagiaires ou d'autres enseignants. C'est voilà, c'est une des choses que paraît-il je sais faire, synthétiser et simplifier. Et parce que aussi j'aime bien tisser des ponts entre les différentes approches. On va le voir ce soir pour trouver à la fois les points communs, les points de divergence. Et en tout cas, essayer de se donner des repères, des balises au milieu de toutes ces approches. Oui, alors ça j'y tiens parce que voilà, comme j'aime justement les choses simples, les choses claires, et éviter de tout compliquer, j'avais envie d'appeler cette série donc de masterclass les principes simples de l'accompagnement ou l'accompagnement pour les nuls. Oui, alors donc la caverne de Platon, c'est donc une allégorie. Je vais te demander, voilà, donc pour ceux qui ne la connaissent pas ou mal, en fait l'idée m'est venue grâce à une de mes filles, en fait en cours de philo, et elle avait étudié en même temps la notion de carte du monde, et elle me dit, maman, ce que je suis en train d'étudier là en philo, eh bien ça me fait vraiment penser à l'histoire de la carte du monde. Et donc, je vous l'ai dit, hein, j'adore me promener d'une approche à une autre, donc pourquoi pas de Platon à la PNL en passant par l'analyse transactionnelle, c'est ce que je vous propose ce soir. Donc, qu'est-ce qui est dit dans l'allégorie de la caverne de Platon? Dans une demeure souterraine en forme de caverne, donc il faut imaginer, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Donc là, il y a déjà quelque part un filtre. Des choses de même, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Donc eux-mêmes ne voient pas, non, ils ont la seule représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est leur ombre projetée grâce au feu. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Pourtant, ils nous ressemblent, observe Glaucon, l'interlocuteur de Socrate. Alors, en quoi est-ce que ces personnes, finalement, qui sont au fond d'une caverne, qui ne voient pas la lumière directe du jour, qui ne se voient pas eux-mêmes, si ce n'est leurs ombres, et qui entendent des sons filtrés ou les échos, en quoi est-ce qu'ils nous ressemblent? Donc, JB, voilà. Ils nous ressemblent, on le verra après, mais la suite de l'allégorie dit que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie. Il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Donc là, on touche vraiment à la notion de réalité, c'est-à-dire que, en fait, je veux pas la voir, regardez, ils disent qu'il est tiré de force, et je découvre finalement une autre réalité, c'est-à-dire que je pensais que la lumière, la réalité, c'était celle que je voyais au fond de la caverne, mais non, en fait, je suis ébloui. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera, il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Donc il y a une autre réalité derrière la réalité à laquelle on n'a pas forcément accès, et même quand on veut nous la montrer, eh bien on résiste. Prenant conscience enfin de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Évidemment, quand on a vu une autre vision de la réalité, on n'a pas forcément envie de retourner en arrière. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Ne le tueront-ils pas? Et là, on est vraiment dans la thématique de quand moi je change de réalité, que fait mon entourage?
Donc je vous propose en fait d'utiliser l'allégorie de la caverne de Platon comme notre fil conducteur ce soir, pour voir tour à tour d'abord les filtres. Donc comme je viens de le dire, effectivement nous ne percevons qu'une partie de la réalité. Faible lumière, ombre projetée et écho pour les sons. La réalité, elle nous éblouit. Et nous pouvons souffrir des changements et avoir envie de résister par rapport à ça. C'est aussi pour ça que parfois les recadrages sont pas forcément simples à faire. Parce que, effectivement, la personne va résister par rapport à ça. Si, malgré tout, la personne poursuit son effort, elle va voir cette autre réalité et évidemment, il y a comme un effet cliquet, c'est-à-dire qu'elle ne voudra pas forcément retourner en arrière. Et si par hasard elle retourne en arrière là où elle était précédemment, eh bien là c'est son entourage qui va la rejeter en lui disant non mais cette vision-là, c'est n'importe quoi. Ça n'est pas la réalité. Donc j'ai trouvé intéressant en fait de voir que déjà du temps de Platon, on était déjà sur les thématiques de comment je déforme ma réalité et comment finalement je fais que le problème est le problème. Puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette transformation de la réalité, c'est ce qui fait que pour la personne, ce qu'elle est en train de vivre est un problème. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle ne trouve pas de solution. J'essaye de m'expliquer à travers ça. C'est parce que elle dit, puisque, par exemple, je suis pas capable de faire cette chose-là, puisque j'ai besoin à tout prix de mon salaire actuellement et qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir, par exemple, je suis obligée de rester dans le travail dans lequel je suis, même s'il ne me convient pas. Et je viens voir un coach en lui disant, écoutez, je comprends pas, mais en tout cas, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, parce que j'éprouve un grand malaise dans mon travail que je ne peux pas changer. Mais en fait, c'est toute la perception de je ne peux pas changer ou je suis pas capable de changer, enfin toutes ces déformations en fait, qu'on pourrait appeler des croyances, mais il y a aussi plein d'autres déformations, qui l'amènent à la conclusion qu'en fait il n'y a pas de solution. C'est parce qu'elle se dit je ne peux pas changer, j'ai absolument besoin du salaire, je n'ai aucun moyen de trouver ce même salaire. Et toutes ces hypothèses qu'elle pose comme étant vraies dès le départ, qui font que effectivement il n'y a pas de solution. Et ce que j'essaye d'introduire ce soir, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas tant la recherche de la solution que la façon dont elle pose le problème. Elle l'amène comme étant une réalité à laquelle elle ne peut pas se soustraire. Or, ce que nous dit très clairement Platon, c'est en fait, on n'a jamais de réalité, on n'a toujours qu'une perception de la réalité. C'est ce qu'elle énonce comme vrai, et comme des présupposés et des hypothèses, ne sont pas en fait des réalités et des vérités. Et c'est ça qu'il va falloir aller questionner. Très bien, merci Marie-Hélène. Je profite pour faire déjà un petit temps d'échange avec vous. Je remonte tout de suite un commentaire de Marc Van Nekout, j'espère bien prononcer votre nom. Le triangle évoqué me fait penser à l'index de conscience. Quant au lien avec la philosophie, il y a de nombreuses passerelles car les philosophes sont de fins observateurs de la nature humaine. On peut aussi se référer à Schopenhauer, le monde et sa représentation, où effectivement chacun voit le monde selon sa représentation. Tout à fait, c'est vraiment un classique. Mais comme je le disais, en fait, je pense pas amener des choses révolutionnaires à travers cette série de webinaires, mais plutôt nous permettre à nous, praticiens, de retourner dans nos bases, en fait, tout simplement. Et de se dire, peut-être que si la personne amène un problème qui semble insoluble, peut-être que c'est tout simplement la façon dont elle pose les hypothèses qui est problématique. Si je reprends la caverne de Platon, si effectivement la personne considère que la lumière est faible, que la seule représentation qu'elle a d'elle-même, c'est ce qu'elle voit à travers le feu et comme une ombre, peut-être que par exemple elle se voit sans jambes, donc incapable d'escalader la falaise, puisque la seule représentation qu'elle a, c'est la vision à travers le feu de bois en ombre projetée. Donc ce que j'essaye d'amener, c'est tout simplement, et si
dans nos accompagnements, nous pensions à tout simplement aller revisiter toutes les bases que la personne amène comme étant des réalités incontournables. Et si la réalité n'était pas la réalité? Philippe Stop demande pouvez-vous citer quelques formes de déformation? Je pense que ça va anticiper un petit peu, mais. Oui. Alors, les déformations, on les trouve. Alors, j'ai pris quelques exemples, mais on les trouve dans la PNL à travers le VACOG et le métamodèle. On les trouve. Alors, moi, ce soir, j'ai choisi dans l'analyse transactionnelle, j'ai choisi les méconnaissances, qui est une zone que j'aime bien aussi, qui est une façon de nier le problème, mais on pourrait trouver tellement d'autres filtres et on pourrait passer la soirée ensemble à énumérer les filtres. La question, c'est surtout de toujours penser à questionner cette réalité qui en fait n'est pas une réalité. Et quand je fais ça et que je me dis, et si ce qu'il amène comme vrai n'était pas vrai, à ce moment-là, je fais le fameux pas de recul qui me permet de ne pas tomber dans le contenu. Donc, 2 questions intéressantes. Il y a une première de Pascal. Il dit simplement, donc il n'y a pas de réalité? Question. Et Samantha qui poursuit, ne parle-t-on pas de croyances dans ce cas? Alors, les croyances sont aussi une des approches, en fait. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Mais oui, bien sûr, dedans, il y a des croyances. Mais vous avez aussi tous les filtres sensoriels, etc. Enfin, voilà. Et encore une fois, l'idée, c'est d'aller piocher un petit peu à droite à gauche pour dire, en fait, il y a toujours cette idée de déformation de la réalité. Il n'y a pas de réalité. Si, bien sûr, il y a une réalité, mais on l'aperçoit finalement relativement rarement. J'avais un prof de PNL dans le temps, quand il représentait la réalité, il disait poireau-carotte, histoire de bien dire qu'on était dans le sol et dans la réalité. Et ensuite, il élaborait avec ça en disant, c'est rare que je perçoive la réalité vraiment, puisque je n'arrête pas de filtrer, mon cerveau n'arrête pas de filtrer. En fait, c'est aussi une protection pour ne pas enregistrer trop d'informations déjà à la base. Donc je filtre. Ça permet de simplifier, ça permet de stocker au cerveau, ça permet beaucoup de choses. Après, bien sûr, il y a des réalités et une autre prof de PNL avait une petite anecdote qui était assez drôle et qui disait voilà, quand je me fais un thé, je peux me demander si je mets l'eau chaude avant le thé, le sachet de thé ou le sachet de thé avant l'eau chaude. Ça, finalement, c'est une question de représentation. Ce qui est certain, par contre, c'est que je mets la tasse avant l'eau. Très bien. Oui, bien sûr. Et après, et c'est une belle remarque aussi de Pascal, parce que amener tout le temps dans il n'y a pas de réalité, etc., on voit bien que on peut aller dans des extrêmes qui peuvent être dangereux. Si, il y a quand même des réalités. Si je saute du 10e étage, il est fort probable que je vais atterrir en très mauvais état, voire même y laisser la vie. Donc il y a quand même des réalités et il y a des courants comme ça qui vont quand même trop loin dans mais si c'est possible, mais etc., et qui peuvent à un moment donné devenir dangereux, évidemment. Il faut trouver un juste milieu, mais notre tendance à nous, souvent, en tant qu'accompagnants, c'est d'être trop proche de la réalité du client et d'incorporer la réalité du client, d'autant plus quand c'est la nôtre. C'est-à-dire quand on pense la même chose ou qu'on a les mêmes filtres. C'est là où c'est encore plus dangereux, c'est là où on a encore plus de difficultés à prendre du recul, en fait.